Le ciel était bas, lourd, presque solide, comme si les nuages s'étaient figés au-dessus de la ville pour l'écraser sous leur poids. L'air, saturé d'humidité, collait à la peau et rendait chaque respiration plus lente, plus pénible. Dans les rues étroites, la poussière s'accrochait aux fissures du bitume et aux murs lézardés des bâtiments, témoins silencieux d'années de violence et d'abandon. La ville vivait encore. Mais elle ne respirait plus. Les passants marchaient vite, les épaules rentrées, le regard fuyant. Les conversations s'interrompaient à l'approche d'un inconnu. Les portes se refermaient avec précaution, sans bruit. Ici, la peur n'était plus un sentiment, c'était une habitude. Au milieu de cette prudence généralisée avançait un homme seul. Il marchait lentement, comme si chaque pas réveillait un souvenir enfoui sous la poussière des années. Son manteau sombre, trop chaud pour la saison, dissimulait mal la tension de ses épaules. Son visage, marqué par le temps et les nuits sans sommeil, restait impassible. Mais ses yeux trahissaient tout, la fatigue, la crainte, et une douleur ancienne qui ne s'était jamais refermée. Il était revenu. Après toutes ces années, après toutes ces promesses de ne jamais regarder en arrière, il foulait à nouveau les rues qu'il avait vues grandir, aimer et fuir. Il s'arrêta à un carrefour. Autrefois, un marché animé occupait cet espace. Les vendeurs criaient, les enfants couraient entre les étals, et l'air embaumait les épices et les fruits mûrs. Aujourd'hui, il n'en restait qu'un terrain vague parsemé de débris, quelques planches brûlées et un panneau tordu grinçant sous le vent. Il détourna les yeux. « Ne regarde pas trop longtemps » murmura-t-il pour lui-même. Tu savais que ce ne serait plus pareil. Mais le savoir n'atténuait rien. Il reprit sa marche, traversant un quartier qu'il connaissait autrefois par cœur. Chaque rue portait un souvenir. Chaque façade murmurait un nom. La première maison abandonnée le frappa comme un coup au ventre. Les volets pendaient, arrachés. La porte était ouverte, battant doucement sous le vent, comme une invitation sinistre. Il n'osa pas entrer. Un peu plus loin, un commerce brûlé dressait sa carcasse, noircie vers le ciel. L'enseigne avait fondu, ne laissant qu'une silhouette métallique déformée. Il s'arrêta. Ce magasin appartenait à un vieil homme qui lui offrait autrefois des bonbons en cachette. I'll firma, bless you. Tout disparaît, même ce qui semblait éternel. Quand il les rouvrit, l'école du quartier apparut au bout de la rue. Les grilles étaient fermées par une chaîne rouillée. Les fenêtres, brisées, ressemblaient à des orbites vides. Un rire d'enfant résonna dans sa mémoire, puis s'éteignit brutalement. I'll Sarah, Les Points. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet endroit? Sa voix se perdit dans le silence. Ses pas le menèrent finalement devant une petite maison aux murs pâlis par le temps. Le toit affaissé témoignait des années sans entretien. Une vigne morte s'accrochait encore au portail, ses branches desséchées formant un enchevêtrement fragile. Il resta immobile. Sa maison, ou plutôt ce qu'il en restait. Ses doigts tremblèrent en effleurant le métal froid du portail. Il se revit, enfant, franchissant ce seuil en courant. Il revit les repas partagés, les rires, les disputes insignifiantes qui semblaient alors si graves. Et puis il revit la nuit où tout s'était brisé. Il retira sa main comme si le portail l'avait brûlé. « Je suis désolé » murmura-t-il. Pour qui parlait-il? Pour les absents? Pour lui-même? Le vent répondit en faisant grincer la charnière. Une ville qui observe. Il reprit sa marche, mais quelque chose avait changé. Une sensation diffuse, presque imperceptible, glissait le long de sa nuque. Il n'était pas seul. Aux fenêtres, des silhouettes apparaissaient puis disparaissaient aussitôt. Derrière les rideaux, des regards se détournaient trop vite. Les murmures naissaient à son passage, puis s'éteignaient. La ville le reconnaissait, mais elle ne l'accueillait pas. Un homme sortit d'une ruelle et croisa son chemin. Il s'arrêta net, le fixant avec une intensité troublante. Son regard était dur, chargé d'une hostilité silencieuse. Ils restèrent ainsi quelques secondes. Puis l'inconnu cracha au sol et poursuivit sa route sans un mot. Le message était clair. Tu n'es plus chez toi. Les signes de l'oppression. Plus il avançait, plus les signes devenaient évidents. Au coin d'une avenue, deux hommes armés discutaient à voix basse. Ils portaient des uniformes disparates, sans un signe officiel. L'un d'eux scrutait la rue avec méfiance, la main posée sur son arme. Un peu plus loin, une affiche déchirée annonçait un couvre-feu. Interdiction de circuler après 19 heures. Les lettres rouges semblaient saigner sur le papier jauni. Une femme tira précipitamment son enfant à l'intérieur d'une maison en le voyant approcher. La porte claqua. Les volets se fermèrent. Il comprit alors que la ville n'était pas seulement brisée. Elle était sous contrôle. Et ce contrôle n'avait rien de rassurant. Je savais que c'était toi.
La voix l'ophégia. Il se retourna lentement. Elle se tenait à quelques pas, les bras croisés, comme pour se protéger d'un froid inexistant. Le temps avait marqué son visage, mais ses yeux n'avaient pas changé. Il brûlait toujours de la même intensité, mélange de force et de douleur. « Tu n'as pas changé » dit-elle. Il eut un rire sans joie. « C'est faux. J'ai changé plus que je ne l'aurais voulu. » Un silence lourd tomba entre eux. « Pourquoi es-tu revenu » demanda-t-elle enfin. Il hésita. Les mots restaient coincés dans sa gorge. « Je devais savoir ce qui s'est passé. » Son regard se durcit. « Savoir ? Après toutes ces années ?» Elle fit un pas vers lui. « Tu es parti. Tu nous as laissés ici. Tu as disparu pendant que tout s'effondrait. » Chaque mot était une lame. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Le silence retomba, plus brutal encore. Elle détourna les yeux, luttant contre une émotion qu'elle refusait de montrer. « Tu n'aurais jamais dû revenir » murmura-t-elle. « I'll sent it son cœur si serreur. » Pourquoi? Elle releva les yeux vers lui, et pour la première fois, il y vit de la peur. « Parce qu'ils n'ont pas oublié. »« Qui ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Pas ici. » Elle jeta un regard inquiet autour d'eux, derrière une fenêtre, un rideau bougea. « Les gens disparaissent » reprit-elle à voix basse. « Ceux qui posent trop de questions, ceux qui se souviennent trop, ceux qui refusent d'obéir. » Un frisson parcourut son échine. « Et personne ne fait rien ?» Elle eut un sourire amer. « Qui ferait quoi ?» Ceux qui ont essayé ont disparu les premiers. Il comprit alors que la peur qu'il avait ressentie n'était pas une illusion. C'était la loi. « Tu peux encore partir » dit-elle soudain. « Personne ne sait officiellement que tu es ici. » Il regarda la rue déserte, les façades closes, les ombres immobiles derrière les vitres. Partir. Fuir encore. Survivre. Puis il pensa à la maison abandonnée. À l'école fermée. Aux visages absents. Et laisser tout ça derrière moi, encore une fois? Sa voix se brisa. Elle ne répondit pas, parce qu'ils connaissaient tous les deux la réponse. Le jour déclinait, avalé par un crépuscule grisâtre. Les ombres s'étiraient le long des murs, transformant les rues en couloirs sombres. Une sirène lointaine déchira le silence, suivie d'un bruit sec qui résonna comme un coup de feu. Personne ne sortit. Personne ne cria. La ville avait appris à se taire. Il leva les yeux vers le ciel, désormais presque noir. « Il est trop tard » murmura-t-il. Il était revenu. Et au fond de lui, il savait déjà la vérité. La ville ne le laisserait pas partir. Le vent s'engouffrait dans les rues désertes de la ville, traînant avec lui l'odeur des détritus brûlés et des murs humides. Le protagoniste marchait encore, le cœur lourd, ses pensées revenant sans cesse sur ce qu'il avait laissé derrière lui. Chaque pas résonnait sur le pavé irrégulier comme un écho des années passées, des rires et des pleurs oubliés. Il s'arrêta devant un petit parc, autrefois vivant, où il avait passé ses après-midi d'enfant. Le banc usé sur lequel il s'était assis tant de fois pour regarder les nuages flottant au-dessus de l'école de son quartier lui sembla désormais irréel. Tout y était silencieux, figé dans le temps, comme si le monde entier avait été mis en pause. Il s'assit, laissant son esprit vagabonder vers un souvenir précis. Une soirée d'été, la chaleur douce sur sa peau, et Neka, sa femme, qui lui souriait depuis la véranda de la maison familiale. « Si un jour je ne suis plus là, protège-les. » La voix de Neka résonna dans sa mémoire. Il se souvenait de ce sourire lumineux, de cette lumière dans ses yeux qui faisait disparaître toutes les inquiétudes. À l'époque, il avait ri. « Tu vivras plus longtemps que moi, tu sais. » avait-il répondu. Et elle, en haussant les épaules, avait murmuré quelque chose qu'il n'avait pas compris alors. « Peut-être, mais tu seras toujours là, même si je pars. » Ces mots, prononcés comme une simple plaisanterie, prenaient désormais une résonance sinistre. Parce que Neka n'était plus là. Et lui, debout dans ce parc silencieux, sentait le poids de cette absence écrasante. La ville semblait respirer lentement sous la pluie fine qui tombait désormais, recouvrant les rues de reflets tremblants. Chaque goutte qui percutait le pavé semblait chanter un souvenir, et le protagoniste, marchant lentement, se retrouvait submergé par les fantômes de son passé. Il approcha de ce qui restait de sa maison. Les murs fissurés, les volets pendants et la porte entr'ouverte lui donnaient l'impression qu'il franchissait le seuil d'un monde entre la vie et la mort. Il s'arrêta sur le pas de la porte, incapable de bouger, et pensa à elle, Neka. Il se souvenait de ses gestes délicats, de son rire qui emplissait chaque pièce, et de la façon dont elle savait toujours apaiser les tensions de la maison, même quand lui-même était fatigué ou inquiet. Elle avait cette force tranquille, cette lumière qu'aucune ombre ne pouvait effacer. Si un jour je ne suis plus là, protège-les. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho douloureux.
Le silence fut brisé par un coup de téléphone à l'intérieur. Une sonnerie stridente qui le fit sursauter. Ses mains tremblaient lorsqu'il décrocha. Monsieur Ocité, la voix à l'autre bout tremblait légèrement. Vous, il y a eu un accident. Un frisson glacé traverse Sandos. Neka, demanda-t-il, sa voix étranglée. Oui. La réponse fut brève, presque un souffle, avant que la ligne ne tombe dans un silence lourd et insoutenable. Il sut, immédiatement. Son cœur s'effondra dans sa poitrine. Sa femme, la lumière de sa vie, n'était plus. Les rues trompées se reflétaient sous les lampadaires, créant des miroirs sombres où il voyait son propre visage, pâle et marqué par l'angoisse. Il courut jusqu'à l'hôpital, les mains crispées sur le volant, les souvenirs de leur rire et de leurs promesses lui martelant la tête. « Neka !» cria-t-il en entrant dans le hall déserté, effrayé par le froid et la lumière crue. Un médecin s'approcha, le visage grave. « Je suis désolé, monsieur Ocité. » Il n'entendit rien d'autre. Tout s'effondra autour de lui. 3 enfants, 2 filles et un garçon, le regardaient avec incompréhension et peur. La plus grande, Amaka, tenait la main de ses frères et sœurs, comme pour leur transmettre un courage qu'elle n'avait pas encore. « Papa, maman » murmura le plus jeune. Ocité s'agenouilla, les yeux remplis de larmes qu'il n'avait jamais cru pouvoir verser. « Elle est au ciel » répondit-il, la voix tremblante. Amaka serra ses frères et sœurs, et il sentit sa propre douleur se mêler à la leur, un mélange brûlant de peur et de responsabilité. Elle devint leur pilier avant même que la perte ne puisse réellement les toucher. La maison, silencieuse, semblait retenir son souffle en son absence. Les jouets restaient éparpillés, les murs semblaient pleurer, et chaque objet rappelait des souvenirs heureux, maintenant impossibles. Sa propre mère arriva, tremblant fragile. « Je vais vous aider » murmura-t-elle. Mais je suis vieille. Osseter hocha la tête. Il savait qu'elle ferait de son mieux, mais qu'elle ne pourrait jamais remplacer Neka. Ce sera moi, maman. Je dois être tout pour eux, pour Neka. Il s'arrêta devant la photo de Neka sur la cheminée, les yeux rivés sur son sourire lumineux, et murmura. Je te promets, je ne laisserai rien leur arriver. Jamais. Cette nuit-là, les enfants pleurèrent longtemps. Amaka essaya de les consoler, mais son propre chagrin l'étranglait. Ocité resta assis à côté d'eux, les tenant dans ses bras, murmurant des mots qu'il n'avait jamais cru devoir dire. « Papa, tu vas nous quitter aussi ?» demanda la plus jeune, la voix tremblante. « Non » répondit-il, avec une force qu'il ne sentait pas en lui. « Je vous protégerai, jusqu'au dernier souffle. » Dans ce silence humide et froid, il réalisa l'ampleur de sa responsabilité. Il ne serait plus seulement un père. Il serait père et mère, protecteur et consolateur, bouclier contre un monde qui venait de devenir plus cruel que jamais. Avant de s'endormir, Ocité retourna devant la photo de Neka. Il posa ses mains sur le cadre et murmura un serment silencieux. « Je ferai tout ce qu'il faudra pour que mes enfants ne connaissent jamais la douleur que je ressens maintenant. Je serai leur lumière, même si je dois brûler pour eux. » Et tandis que la pluie tambourinait doucement contre les vitres, il sut que sa vie venait de changer à jamais. Il avait perdu l'amour de sa vie, mais il venait de trouver une nouvelle mission, une qui serait le plus grand défi et le plus grand sacrifice de toute son existence. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleurs, de devoirs et de responsabilités. La maison, jadis pleine de rire et de chaleur, résonnait désormais du silence pesant de la perte. Les enfants erraient comme des fantômes, chacun enfermé dans sa propre incompréhension, chacun cherchant quelque chose qu'il ne pouvait plus toucher, leur mère. Ocité, lui, se sentait comme un naufragé sur une mer déchaînée. Il avait survécu à la perte, mais il n'avait jamais appris à être père et mère en même temps. Chaque matin commençait avec une montagne de tâches. Préparer le petit déjeuner, habiller les enfants, vérifier les devoirs, gérer le ménage et, au milieu de tout cela, se rappeler qu'il devait tenir pour eux, qu'il ne pouvait pas flancher. Une matinée, il se leva avant l'aube. Le café fumait dans la cuisine et il observait Amaka et ses frères encore endormis. Le plus jeune tournait doucement la tête dans son sommeil, comme pour chercher un visage connu, rassurant. Osseter murmura. « Je ne te laisserai jamais tomber, jamais. » Mais il savait que les mots seuls ne suffiraient pas. La fatigue était déjà un poids tangible. Les nuits blanches se succédaient, et chaque gémissement ou pleur des enfants semblait lui perforer le cœur. Peu de temps après, sa mère et des amis proches commencèrent à s'imposer. Ils voulaient bien faire, mais leur insistance était lourde. « Ces enfants ont besoin d'une mère », supplia sa mère un soir, ses mains tremblantes posées sur ses épaules. « Ils ont besoin d'amour, je le suis pour eux », répondit Ocité, la voix ferme mais fatiguée.
Mais un homme seul, ce n'est pas suffisant, insista un ami. Tu as besoin d'une femme pour les aider. Chaque sourire forcé de sa mère, chaque insistance des amis, le confrontait à un dilemme. Trahir la mémoire de Neka et céder à la pression, ou rester fidèle et risquer d'être jugé, critiqué, et peut-être de s'effondrer sous le poids de la tâche. Les enfants, eux, commençaient à montrer les premiers signes de détresse. Le plus jeune pleurait sans raison apparente. La petite Amaka, d'habitude si responsable, restait silencieuse, les yeux perdus dans le vide. Les jouets, autrefois source de joie, restaient immobiles sur le sol, comme abandonnés. Ossité les regardait, désemparé. « Je sais que vous souffrez. Je sais, mais je suis là. » À peine quelques mois après la tragédie, les amis et la famille commencèrent à lui suggérer de rencontrer des femmes pour se remarier. Chaque proposition était accueillie par un froncement de sourcils et un serrement douloureux au cœur. « Tu as encore la jeunesse, Ossité. Tu ne peux pas rester seul pour toujours, disait-on. Je ne suis pas seul. J'ai eux, répliquait-il, en désignant les enfants. Mais les murmures et les jugements de la société s'amplifiaient. Les voisins, les amis, même des étrangers, semblaient croire qu'il était un père incomplet, qu'il abandonnait ses enfants en restant seul. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, il s'assit seul dans le salon, entouré de silence et d'ombre. Sa mère entra timidement. « Je ne veux pas te forcer. Mais tu sais qu'ils ont besoin d'une figure maternelle. » Il secoua la tête, la voix presque rauque. Neka était tout pour eux. Je ne peux pas imaginer une autre personne à sa place. Même si je voulais, même si la société insiste, je ne peux pas. Sa mère soupira, comprenant la profondeur de son dilemme. Alors nous ferons ce que nous pouvons, ensemble. Mais fais attention à ne pas t'effondrer seul. Ossité hocha la tête, les yeux rivés sur la photo de Neka sur la cheminée. Je ne m'effondrerai pas, je leur dois ça, je leur dois tout. Les semaines suivantes, la tension monta dans la maison. Funk se montrait de plus en plus autoritaire, et ses méthodes commençaient à effrayer les enfants. Amaka devenait de plus en plus silencieuse, Shindu se cachait derrière tout objet possible, et Ada observait tout avec une anxiété visible. Ossité sentait son rôle de protecteur menacé. Chaque jour, il surprenait Funk en train de pousser un peu plus loin les limites de l'autorité. Les repas devenaient des champs de bataille, les devoirs des épreuves, et les conversations, de véritables interrogatoires. « Asseyez-vous correctement », cria Funk, alors qu'Amaka ne pouvait retenir un bâillement. « Ils viennent de passer une journée entière à l'école, Funk. Laissez-les respirer », répondit Ossité fermement. Funk le regarda, le sourire froid, presque provocateur. « Tu crois vraiment que tu peux les protéger de tout? La vie est dure, Ossité. Et toi? Tu es trop faible pour leur apprendre ça. » Ossité sentit la colère et la peur se mêler. Funk ne cherchait pas seulement à contrôler les enfants, elle cherchait à l'intimider lui. Cette nuit-là, les enfants se réveillèrent en sursaut. Shindu sanglotait dans son lit, Amaka restait silencieuse, incapable de parler, et Ada serrait ses peluches comme des boucliers. Ossité se pencha sur eux, la gorge serrée. « je suis là pour vous. Personne ne vous fera de mal tant que je suis là. » Il savait que ces mots seuls ne suffiraient pas. Il devrait agir, et vite, pour protéger ses enfants de cette présence toxique dans leur maison. Funk commença à isoler les enfants et à manipuler subtilement la perception d'Ossité. Elle les menaçait de le rendre impuissant, insinuant qu'il ne pouvait pas toujours être là pour eux. Un soir, alors qu'Ossité rentrait du travail, il trouva une scène qui le glaça. Funk avait isolé Amaka dans le salon. « Pourquoi tu ne m'as pas obéi ?» dit-elle, durement. « Yeah. » murmura Amaka, les yeux baissés, tremblante. Ossiter s'interposa. « Funk, laisse-la tranquille. Tu ne peux pas faire ça. » Funk le regarda avec un sourire cruel. « Et toi? Tu crois vraiment que tu peux la protéger de tout? » Les enfants commençaient à craindre non seulement Funk, mais aussi le moment où ils allaient oser lui dire la vérité. Ossité sentit la culpabilité le ronger. Il n'avait jamais cru que quelqu'un pourrait nuire à ses enfants sous son toit. Cette nuit-là, Ossité resta éveillé, réfléchissant à chaque mot et geste de Funk. Il comprit qu'il devait agir méthodiquement. Il devait protéger les enfants, renforcer leur confiance et ne jamais laisser Funk isoler l'un d'eux. Il murmura à lui-même. « Je ne les laisserai jamais tomber. Jamais. Peu importe ce qu'elle fait, je serai plus fort. » Le matin suivant, Ossité commença à reconstruire l'espace sécuritaire pour ses enfants. Il organisa les chambres, limita l'accès de Funk à certains espaces, et créa des signaux silencieux pour qu'Amaka, Shindu et Ada puissent lui indiquer qu'ils étaient en danger. Si quelque chose ne va pas,
chuchotez mon nom 3 fois. Je viendrai immédiatement, dit-il aux enfants. Amaka acquiesça, les yeux brillants de peur et de courage. Shindu serra la main de son père, et Ada colla sa tête contre son épaule. Ils savaient désormais qu'ils avaient un refuge, un bouclier vivant. Funk, sentant la résistance croître, commença à montrer sa véritable nature. « Tu crois que tu peux me contrôler, Ocité ?» dit-elle, la voix glaciale. « Je ne te contrôlerai pas, je protégerai mes enfants. »« Et tu n'y peux rien, » répondit-il fermement. Funk ricana, un son froid et dur. « Nous verrons. » Ocité comprit que ce ne serait pas seulement une question d'autorité, mais un combat silencieux et constant pour garder ses enfants en sécurité. Les enfants se rapprochèrent davantage de leur père. Amaka prenait les responsabilités à cœur, Shindu commençait à se sentir un peu plus en sécurité, et Ada retrouvait un semblant de sérénité. Ocité savait que tant qu'ils seraient unis, Funk ne pourrait jamais les briser complètement. Le chapitre se termina sur cette promesse silencieuse gravée dans l'âme de chacun. La famille résisterait, quoi qu'il arrive, et rien ni personne ne détruirait leur lien. La maison, jadis refuge, devenait maintenant un champ de bataille silencieux. Les nuits étaient longues, remplies de bruissements suspects, de pas feutrés et de murmures étouffés. Ocité avait mis en place un système discret, des signaux avec les enfants, des pièces verrouillées à des moments précis, et une vigilance constante. Chaque geste de Funk était observé, analysé, consigné dans son esprit comme une menace potentielle. Les enfants, malgré leur jeune âge, avaient appris à lire les signaux de danger. Amaka, qui était devenue la chef de leur petite résistance, murmura un soir. « Papa, elle essaie encore de nous isoler. » Shindu, tremblant, ajouta. « Je ne veux pas qu'elle m'attrape. » Ocité les prit dans ses bras, serrant leur corps contre le sien. « Personne ne vous touchera. Peu importe ce qu'elle fait, je suis là. » Le soir même, il s'assit à son bureau, scrutant chaque recoin de la maison et chaque interaction avec Funk. Il dressa une liste mentale de ses comportements dangereux, de ses phrases manipulatrices et de ses tentatives de contrôle. Ocité comprit qu'il devait préparer une confrontation méthodique, protéger les enfants et documenter chaque abus. Il murmura. « Tout sera noté. Tout. Elle ne pourra jamais les atteindre si nous restons unis. » Le vent s'engouffrait par les fenêtres entr'ouvertes, traînant avec lui l'odeur de la pluie et des feuilles mortes. Cette veille semblait présager que la tempête, symbolique et réelle, n'allait pas tarder. Le lendemain matin, Funk changea de tactique. Elle ne criait plus, mais chaque mot était une attaque subtile. Chaque geste, un avertissement invisible. « Tu crois vraiment que tu peux continuer à contrôler la maison et les enfants tout seul ?» dit-elle à Ocité, un sourire glacial sur les lèvres. « Je ne contrôle pas, je protège », répondit-il calmement, mais la tension dans sa voix trahissait sa colère. Les enfants, assis à la table du petit déjeuner, observaient. Amaka, prenant son rôle très au sérieux, posa son coude sur la table et murmura. « Papa, je sais ce que nous devons faire. » Ocité sentit un frisson de fierté et de peur. La résistance des enfants était une force, mais elle pouvait aussi déclencher une escalade. Funk, consciente de cette tension, sourit d'un air cruel. « Vous jouez tous un jeu dangereux. Je sais ce que vous pensez, et ça ne vous mènera nulle part. » Mais Ocité, fermement, intervint. « Assez. Tu n'as aucun droit de les intimider. Si tu continues, tu verras que je ne reculerai pas. » Les enfants sentaient le soutien de leur père et reprenaient confiance. Amaka Esavanka. Nous resterons unis. Rien ni personne ne pourra nous briser. Funk haussa un sourcil, comprenant que le contrôle qu'elle pensait avoir été menacé. La tension monta comme un orage prêt à éclater. Ce soir-là, Funk tenta une nouvelle approche. Elle s'introduisit dans la chambre des enfants, prétendant vouloir les consoler, mais ses mots étaient des menaces déguisées. Osseter el intercepta à la porte. Funk. Ce n'est pas une zone que tu peux franchir sans permission. Funk sourit, un sourire qui mélangeait moquerie et défi. Et toi, tu crois pouvoir m'empêcher? Ocité, impassible mais ferme, posa sa main sur son épaule. Je te préviens. Tu touches à mes enfants et tu feras face aux conséquences. Les enfants, derrière la porte, observaient, le souffle coupé. Amaka murmura. Papa, merci d'être là. Funk recula, mais ses yeux brillaient d'une intensité froide et calculatrice. Elle comprit qu'Ocité ne fléchirait pas, mais elle savait aussi que la bataille venait seulement de commencer. Ocité passa la nuit à parler avec les enfants, les rassurant, écoutant leurs peurs et leurs questions, partageant les plans de protection. Ils décidèrent ensemble de stratégies simples, codes, signaux et lieux sûrs dans la maison.
Avant de s'endormir, Ocité se leva et alla devant la photo de Neka. « Je t'ai promis, je protégerai nos enfants. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe la tempête, nous tiendrons. » La pluie tombait à l'extérieur, battant contre les vitres comme un rappel que le monde était dangereux. Mais à l'intérieur, un lien invisible et indestructible se formait. Le lien de la famille contre toute menace, la promesse de résistance et de protection totale. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Funk continuait ses manipulations, mais maintenant Ocité commençait à découvrir ses intentions réelles. Une conversation interceptée, un mot laissé par inadvertance, révéla que Funk avait ses propres ambitions. Contrôler totalement la maison et les enfants, non pas par amour ou aide, mais par pouvoir et influence. Ocité sentit une colère glaciale. Il savait que la menace n'était plus seulement émotionnelle, elle était désormais psychologique et stratégique. Il commença à prendre des notes, à enregistrer discrètement les comportements de Funk, à planifier chaque mouvement comme un général préparant une bataille invisible. Amaka, observant son père, lui demanda « Papa, est-ce qu'on peut vraiment la battre ?»« Nous devons la battre, ensemble, » répondit-il, serrant ses poings et la main de ses frères et sœurs. Ocité comprit qu'il ne pouvait pas se battre seul contre Funk. Il contacta sa mère, et ensemble, ils décidèrent de rallier les amis de confiance et les voisins proches, ceux qui avaient été témoins de son foyer et de sa famille depuis toujours. Mais les alliances étaient fragiles. Beaucoup hésitaient, certains craignaient Funk, d'autres craignaient la colère de la société si le conflit éclatait. Ocité dut convaincre chacun, en expliquant les risques et les enjeux pour ses enfants. Pendant ce temps, Funk commençait à percevoir la résistance se former. Ses regards devinrent plus durs, ses gestes plus calculés, et elle commença à manipuler les enfants subtilement, testant leur loyauté. La tension culmina un soir où Funk tenta d'imposer un règlement strict aux enfants, mais cette fois, Ocité ne la laissa pas passer. « Assez !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans la maison. Funk recula légèrement, étonné par l'autorité retrouvée d'Ocité. « Tu crois vraiment que tu peux me défier ici ?»« Oui, parce que cette maison et ses enfants sont ma famille, et je ne laisserai personne les briser. » Les enfants, inspirés par le courage de leur père, se rassemblèrent derrière lui, formant un mur invisible mais puissant contre Funk. Pour la première fois, elle sentit que son contrôle n'était plus absolu. La façade de Funk commençait à se fissurer. Depuis la confrontation du chapitre précédent, elle ne faisait plus semblant. Son sourire poli avait disparu. Ses paroles étaient devenues tranchantes, ses gestes calculés, et ses silences lourds de menaces. Un soir, alors que les enfants faisaient leurs devoirs, Funk posa brusquement un cahier devant Amaka. « C'est ça, ton écriture ? On dirait celle d'un enfant paresseux. » Amaka baissa les yeux. « J'ai fait de mon mieux. » « Ton mieux ne suffit pas dans cette maison. » Ocité, depuis l'encadrement de la porte, intervint calmement. « Dans cette maison, l'effort compte plus que la perfection. » Funk tourna lentement la tête vers lui. « Alors tu élèves des faibles. » Le silence qui suivit fut glacial. Shindu observa son père avec inquiétude. Ada serra son crayon si fort que ses doigts blanchirent. Amaka, elle, comprit quelque chose de nouveau. Son père n'avait plus peur. « Non, » répondit Ocité. « J'élève des enfants qui survivront à la cruauté du monde sans devenir cruels eux-mêmes. » Funk esquissa Unrare Section. Nous verrons combien de temps cela dure. Mais ce soir-là, pour la première fois, elle quitta la pièce avant lui. Le masque était tombé. Ocité savait qu'il ne pouvait pas agir uniquement avec son instinct. Il lui fallait des preuves. Il commença à documenter tout. Les blessures inexpliquées. Les paroles humiliantes. Les tentatives d'isolement. Les changements de comportement des enfants. Il nota chaque détail dans un carnet qu'il cachait derrière la photo de Neka. Une nuit, Amaka le surprit en train d'écrire. « Papa, tu écris quoi ?» Il hésita, puis répondit. « La vérité, pour que personne ne puisse dire que nous avons menti. » Elle s'assit à côté de lui. « Est-ce qu'on va s'en sortir ?»« Oui, parce que nous sommes ensemble. » Amaka prit alors une décision silencieuse, elle aussi observerait. Elle protégerait son frère et sa sœur. Elle deviendrait les yeux et les oreilles de la famille. Le lendemain, elle murmura à Shindu. « Si quelque chose te fait peur, viens me voir. Toujours. » Il hocha la tête. Ce n'était plus seulement un père contre une menace. C'était une famille entière qui apprenait à survivre. Funk sentit le changement. Les enfants ne restaient plus seuls avec elle. Ocité rentrait plus tôt. Les voisins passaient plus souvent. Sa belle-mère venait sans prévenir. Le contrôle lui échappait. Un après-midi,
Elle confronta Ocité dans la cuisine. Tu montes tout le monde contre moi. Nan. Je protège ma famille. Je suis ta femme. Une épouse protège les enfants. Elle ne les terrorise pas. Funk frappe la table. Tu vas le regretter. Les voisins commencèrent à remarquer les tensions. Les regards se faisaient plus longs. Les salutations plus froides. Funk comprit qu'elle perdait non seulement la maison, mais aussi son image. Et pour quelqu'un qui vivait de contrôle, c'était insupportable. La confrontation décisive arriva une nuit d'orage. Le vent hurlait. La pluie frappait les vitres. Les enfants dormaient dans la même chambre, par peur. Un cri déchira la maison. Ocité se précipita. Funk secouait Shindu, qui plairait. Il a renversé de l'eau sur le sol, cria-t-elle. C'est un enfant, rugit Ocité. C'est un problème. Le seul problème ici, c'est toi. Le silence fut instantané. Funk le fixa, les yeux brûlants. Tu choisis les enfants plutôt que moi. Je les ai toujours choisis. Et je les choisirai toujours. Amaka sortit de la chambre, tenant Ada par la main. Papa on a pair. Ces mots furent la dernière preuve. Ocité s'y redressa. Ça suffit. Tu ne resteras pas une nuit de plus dans cette maison. Funk éclata d'un rire hystérique. Tu crois que tu peux me jeter dehors? Regarde-moi. Pour la première fois, elle vit un homme qu'elle ne pouvait plus manipuler. Le lendemain matin, Funk quitta la maison. Sans excuse. Sans remords. Sans un regard pour les enfants. La porte se referma derrière elle avec un bruit sec, le son d'une prison qui s'ouvrait. La maison était étrangement calme. Ava demanda. Elle ne reviendra pas. Ocité s'agenouilla. Non. Plus jamais. Shindu éclata en sanglots. Amaka, pour la première fois depuis des mois, respira profondément. Ce soir-là, Ocité réunit ses enfants. J'ai fait une erreur en pensant que quelqu'un d'autre pouvait remplacer votre mère. Mais je vous promets ceci. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un vous faire du mal. Amaka posa sa tête sur son épaule. On est en sécurité maintenant. Oui. À partir d'aujourd'hui, nous guérissons. Ensemble. La pluie s'était arrêtée. L'air était frais. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison ressemblait à un foyer. Les jours qui suivirent le départ de Funk furent étrangement silencieux. Pas un silence pesant comme auparavant, mais un silence doux, presque fragile, celui d'une maison qui réapprend à respirer. Les enfants recommencèrent lentement à vivre. Shindu ria pour la première fois en renversant son verre de jus, et au lieu de la peur, il trouva le sourire de son père. Ce n'est que du jus, mon fils. Rien qui ne mérite des larmes. Ada recommença à chanter en dessinant, sa voix hésitante au début, puis plus assurée. Amaka, elle, observait tout. Elle voyait la fatigue de son père, les cernes sous ses yeux, les sacrifices silencieux. Un soir, elle lui dit, « Papa, tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. » Ocité sourit faiblement. « Je suis fort parce que vous êtes là. » Les cicatrices restaient, mais elles ne saignaient plus. La maison reprenait vie. Les rideaux ouverts. Les rires dans la cuisine. Les devoirs faits autour de la table. Et au milieu de cette renaissance, Ocité comprit une vérité essentielle. Il n'avait pas besoin d'être parfait. Il devait simplement être présent. Le temps, implacable, poursuivit sa marche. Les saisons changèrent. Les enfants grandirent. Les blessures devinrent des souvenirs, puis des leçons. Amaka devint une jeune femme déterminée, brillante à l'école, animée par une maturité forgée dans l'adversité. Elle aidait ses cadets, gérait la maison en l'absence de son père, et portait en elle une force silencieuse. Shindu développa une passion pour les machines. Il démontait les radios, réparait les ventilateurs, et rêvait de construire quelque chose de grand. Ada, douce et sensible, trouvait refuge dans l'art. Ses dessins racontaient ce que les mots ne pouvaient exprimer. Ocité regardait ses enfants avec fierté. Chaque réussite était une victoire contre le passé. Chaque sourire, une preuve que la douleur n'avait pas gagné. Mais au fond de lui, une peur persistait. Le monde était vaste et dangereux. Il savait qu'un jour, il ne pourrait plus être leur bouclier. Chapitre 23, le départ d'Amaka. Le jour arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Amaka reçut une admission dans une université prestigieuse. La maison explosa de joie, mais derrière le sourire d'Ocité se cachait une inquiétude profonde. Le soir précédant son départ, ils restèrent assis sur la véranda. « Papa, tu as peur ?» demanda-t-elle doucement. « Toujours. Le monde peut être cruel. Tu m'as appris à y survivre. » Il la regarda longuement. « N'oublie jamais qui tu es, ni d'où tu viens.
Elle hocha la tête. Je suis ta fille. Et la fille de maman. Je n'oublierai jamais. Quand elle partit, la maison perdit une partie de son équilibre. Ada pleura, and silence. Shindu resta longtemps assis dans sa chambre. Osite fixa la porte fermée, conscient qu'un chapitre venait de se clore. Mais il savait aussi que ce départ n'était pas une perte. C'était une victoire. L'université ouvrit à Hamaka un monde nouveau. C'est là qu'elle rencontra Darko. Il était charismatique, intelligent, sûr de lui. Il parlait avec aisance, riait fort, et semblait comprendre Hamaka comme personne ne l'avait jamais fait. Au début, il était attentionné. « Tu es différente des autres », lui disait-il. « Différente comment ?» Plus forte. Plus vrai. Hamaka, touché, se sentit vu. Mais, lentement, des fissures apparurent. Pourquoi passes-tu autant de temps avec tes amis? Tu n'as pas besoin de leur avis. Le mien suffit. Ta famille te contrôle trop. Tu dois être libre. Ces mots semblaient raisonnables, mais ils isolaient. Hamaka, sans s'en rendre compte, appelait moins son père. Elle partageait moins avec Ada. Elle gardait ses doutes pour elle. Et quelque part, très loin, un cycle ancien commençait à se répéter. Osite sentit le changement avant même de pouvoir l'expliquer. Les appels d'Hamaka devinrent rares. SES Messages, Quartz. Sa voix, distante. Un soir, il resta longtemps avec le téléphone dans la main. Elle grandit, murmura sa mère. Nan. Elle s'éloigne. Il avait appris à écouter le silence. Ce silence n'était pas celui de l'indépendance. C'était celui de quelqu'un qui se referme. Il composa son numéro. Papa. Sa voix était douce, mais fatiguée. Tout va bien. Un silence. Oui, bien sûr. Mais un perçait. Et Osite sut que quelque chose n'allait pas. Il regarda la photo de Neka. Pas encore. Murmura-t-il. Pas encore une fois. Le passé n'était peut-être pas terminé. L'inquiétude d'Osite devint insupportable. Les silences d'Hamaka n'étaient plus de simples absences. Ils avaient un poids. Un vide. Une peur qu'elle tentait de dissimuler. Un soir, le téléphone sonna. Sa voix tremblait. « Papa, est-ce que je peux rentrer à la maison ?» Look her Ositer S.E. Sarah. Tu n'as jamais cessé d'y appartenir. Quand Hamaka franchit la porte, Ada la serra si fort qu'elle éclata en sanglots. Shindu détourna les yeux pour cacher les siens. Ositer, observa, S.A. fille. Elle avait changé. Pas physiquement. Mais quelque chose en elle semblait éteint. Il m'a isolé. Murmura-t-elle plus tard. Il disait que vous ne me compreniez pas. Que j'avais besoin de lui pour être forte. Ositer firma, bless you. Le cycle. Encore. Mais cette fois, ils étaient ensemble. Autour de la table, la famille parla longtemps. Pour la première fois, Hamaka raconta tout. Les remarques déguisées en conseils. La jalousie présentée comme de l'amour. L'isolement maquillé en protection. Ada murmura. C'est comme Fike. Le silence tomba. Osite hocha lentement la tête. Les blessures non guéries attirent les mêmes tempêtes. Hamaka leva les yeux. Est-ce que je suis faible? Son père se leva et posa une main sur son épaule. Nan, tu es humaine. La force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever et de reconnaître le danger. Pour la première fois depuis des mois, elle respira profondément. Le cycle ne se brisait pas par la fuite. Il se brisait par la vérité. Darko ne tarda pas à apparaître. Il se présenta à la maison, sûr de lui, sourire charmeur, comme si rien n'avait changé. Hamaka, tu dramatises. Nous pouvons arranger ça. Ositer reste calme. Tu ne franchiras pas cette porte. Darko rit. Vous ne pouvez pas la protéger toute sa vie. Osite répondit, d'une voix basse mais ferme. Je ne la protège pas du monde. Je la protège de ceux qui détruisent sous prétexte d'aimer. Hamaka se vainqua. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta stable. Je choisis ma famille. Je me choisis moi. Le sourire de Darko disparut. Il comprit que son pouvoir était brisé. Il partit sans un mot. Et avec lui, une ombre quitta la maison. Le temps reprit son cours. Pas comme avant. Pas comme si rien ne s'était passé. Mais avec une sagesse nouvelle. La maison était différente. Plus forte. Plus lucide. Plus unie. Hamaka reprit ses études, cette fois avec une assurance nouvelle. Shindu entra dans une école technique. Ada exposa ses dessins pour la première fois. Un soir, ils rirent tous ensemble autour de la table. Ositer les regarda. Chaque sourire était une victoire sur le passé. Il se rendit sur la tombe de Neka.
J'ai failli, parfois, murmura-t-il. Mais ils sont debout. Ils vivent. Ils aiment. Le vent souffla doucement. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit en paix. Les années passèrent. La maison, autrefois marquée par la douleur, devint un lieu de rassemblement. Les rires d'enfants, les petits-enfants résonnaient dans les couloirs. Amaka enseignait la psychologie familiale. Shindu construisait des machines agricoles pour aider les villages. Ada peignait des fresques racontant l'histoire des survivants. Answar, assis sur la veranda. Ositer observa le soleil et ses coucher. Amaka s'assit à côté de lui. Papa, tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Il secoua la tête. Non, c'est grâce à nous. Nous avons refusé de laisser la douleur définir notre histoire. Il comprit alors que son héritage n'était pas une maison, ni un nom. C'était la résilience, la vérité, le courage d'aimer malgré la peur. Il ferma les yeux, laissant la brise du soir caresser son visage. Love will respirate. Sa famille aussi. Et pour la première fois, le passé n'était plus une prison. C'était une fondation. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez appris. Et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.